merci beaucoup de nous rejoindre pour ce premier webinaire du collectif SI, qui donc a pour sujet le déploiement, le retour d'expérience donc du déploiement d'un DUI en ESMS. Donc je me présente, je suis Alice Drano, je suis chef de projet ESMS numérique au grade des Pays de la Loire, et donc moi j'accompagne le collectif SI dans la réalisation de ces travaux. Et avant de donner la parole à Monsieur Gillard et Monsieur Rebout, peut-être nous allons commencer par des bonnes pratiques. Voilà, pour ce webinaire, hein, vous devez être assez familier avec tout ça aujourd'hui. Néanmoins, voilà, on vous invite à bien pouvoir couper vos micros pendant le webinaire. Il y aura un temps de questions-réponses dédié à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions, soit en prenant la parole directement, soit via la discussion sur Zoom. Nous vous invitons également à vous identifier, c'est-à-dire si vous voyez que c'est pas le bon nom qui apparaît en dessous de votre vidéo, etc., à vous renommer afin qu'on sache qui vous êtes et dans quelle structure vous travaillez. Et puis également, je souhaitais vous dire que le webinaire, le diaporama PDF vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Et puis, ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible par la suite sur le site du collectif SI. Concernant l'ordre du jour pour ce webinaire, il va se dérouler en 3 parties. La première, donc, ce sera une présentation du collectif SI médico-social des Pays de la Loire, qui durera environ 10 minutes, présentée par Monsieur Gillard. Ensuite, donc, le retour d'expérience du déploiement d'un DUI en ESMS par Monsieur Rebout. Et puis ensuite, le temps d'échange et de questions-réponses. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Christophe Gillard, qui est donc directeur d'un EHPAD dans le Maine-et-Loire. Bien, bonjour à tous. Pour la présentation du collectif SI, alors ça s'est fait à l'instigation de l'ARS dans le cadre de l'ESMS numérique. L'ARS a souhaité mobiliser les fédérations et les organisations représentatives du secteur médico-social pour favoriser et accompagner l'émergence des projets en région. Et à ce titre, un appel à candidature dont l'ambition était de créer un collectif a été lancé début 2021. Et le collectif a été officiellement lancé le 6 avril 2021. Ce collectif, représente actuellement 17 membres, dont 8 qui forment le comité restreint. Et ces membres, ont l'ambition, normalement, d'être représentatifs de l'ensemble du secteur médico-social. À ce jour, sont représentés le secteur PA, PH et domicile. Mais il manque encore en représentation le social, la protection de l'enfance, la dicto. Et donc, il y a encore de la place pour faire partie du collectif, pour augmenter le nombre de membres, et on pourrait aller jusqu'à 10 membres pour le comité restreint. Le fonctionnement du collectif SI, le comité restreint est actuellement composé de 8 membres, on pourrait monter jusqu'à 10 comme je viens de le dire. On consacre à peu près une demi-journée par semaine dans le cadre d'une convention d'indemnisation avec l'ARS, et ce qui nous permet de nous rencontrer pour proposer, mettre en œuvre les actions du collectif. Et le collectif SI se réunit une fois par mois, nous donne les orientations et les recommandations sur les sujets et les travaux proposés par le comité restreint. Le GCSI Santé, le grade des Pays de la Loire, met à disposition ses ressources, ses compétences, ainsi que le réseau et ses outils numériques pour nous aider à toutes nos actions. L'ARS et l'ANAP sont également étroitement associés à l'ensemble des travaux du collectif. Les ambitions du collectif, c'est dans un premier temps d'acculturer et de sensibiliser les responsables des OG, des directions, des ESMS aux enjeux des systèmes d'information pour aider les ESMS à mieux comprendre les bénéfices du numérique, pour améliorer les services aux personnes, sensibiliser les ESMS aux évolutions du secteur et notamment aux besoins de conformité, et favoriser le développement des usages numériques dans les ESMS
et améliorer le partage d'informations entre les acteurs intervenant auprès des personnes accompagnées par les structures. Et pour cela, en fait, nous devrons animer une communauté, mettre en relation les ESMS, recueillir les besoins du terrain afin de pouvoir les faire remonter au niveau national et régional. Et donc, nous avons créé un site Internet. Nous avons l'ambition également de créer des événements afin de permettre aux professionnels du secteur de se rencontrer, de partager leurs expériences. Nous sommes directement en contact des responsables d'hébergement, d'établissements, et de services, les DG, les directions, pour recueillir leurs besoins et leurs préoccupations. Et nous avons l'ambition d'être facilitateurs pour la mutualisation, la coopération des ESMS pour les orienter vers les dispositifs et les ressources existants, en mettant notamment les organismes en relation les unes avec les autres ou pour créer des mutualisations entre différentes structures et ressources. Sur le site Internet, donc il y a 4 grandes parties. La partie 1 qui va être la partie boîte à outils, où on aura le programme, des informations sur le programme ESMS numérique et l'appel à projet régional. La partie foire aux questions. La partie boîte à outils, j'ai cité en premier, mais qui va être dans la partie 3, pour accompagner, boîte à outils, pour accompagner en fait les différents organismes aux différents outils dont on peut avoir à disposition. Et enfin, une notion des actualités sur le numérique concernant le secteur. Le SMS numérique, en fait, permet d'aller se regrouper pour bénéficier de certains financements des ARS pour se doter en numérique. Et pour cela, il faut se constituer en GRAP. Et nous avons cartographié les établissements qui sont déjà inscrits, soit déjà en GRAP, soit en recherche de GRAP, sur une carte que vous trouverez sur notre site. Vous pouvez trouver donc des établissements qui cherchent des GRAP, à constituer des GRAP sur les programmes que vous recherchez. Pour toute question donc concernant le numérique, nous avons donc un mail, le collectif SMS @isanté-pays de la Loire .fr, et vous pouvez vous inscrire directement sur le site Internet dont vous avez l'adresse sous les yeux. Merci beaucoup, Monsieur Gillard. Et donc maintenant, nous allons passer à la seconde partie de ce webinaire qui est donc dédié au retour d'expérience du déploiement d'un DUI. Et ce sera donc, je vais passer la parole à Monsieur Frédéric Reboux, qui est directeur d'un établissement à l'ARPEP des Pays de la Loire. Messieurs, dames, bonjour. L'objet de ce retour d'expérience était de vous proposer quelque chose le plus opérationnel et le plus ludique possible. C'est ce qu'on tente de faire et c'est d'ailleurs ce qu'on va réaliser, ce que je vous propose. S'il y a des problématiques de son et ainsi de suite, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça permettra de réajuster le tir le cas échéant dans les meilleurs délais. Donc, je me présente très rapidement à Monsieur Reboux. Je suis un ancien formateur au sein d'une entreprise qui déployait des logiciels de gestion. J'ai fait ces missions-là pendant 5 ans et demi avant de repartir vers d'autres fonctions qui aujourd'hui sont des missions de direction d'établissement médico-social au sein de l'ARPEP Pays de la Loire. L'ARPEP Pays de la Loire qui est un organisme gestionnaire qui gère 11 établissements sur la région Pays de la Loire, c'est évident. Le déploiement du DUI dans les 11 établissements est en cours. Il n'est pas simple. Nous avons donc, et j'ai pu donc identifier un certain nombre de points clés et conseils incontournables qui apparaissent pertinents pour vous, direction d'établissement, RSI ou directeurs généraux de structures, qui oseraient se lancer dans le déploiement d'un DUI ou dans la mise à jour d'un nouveau système. Je vais vous proposer une présentation en 3 parties. Un premier temps, les prérequis du déploiement. Dans un second temps, le déploiement en lui-même. Et un troisième temps qui est tout aussi important que les 2 premiers, c'est et après les usages dans le temps. Concernant les prérequis du déploiement d'un DUI,
La toute première chose, il est impératif et nécessaire de réaliser un état des lieux de ce qui existe au niveau de la structure, tout simplement pour éviter d'émettre des suppositions et de construire son projet sur des hypothèses. Selon la taille de l'organisme gestionnaire, il peut être nécessaire de réaliser ce diagnostic à l'échelle des établissements et non uniquement au niveau de l'association. Le diagnostic peut par exemple permettre de recenser le nombre d'outils informatiques, PC, tablettes et ainsi de suite. Le nombre de systèmes de mobilité, notamment en EHPAD pour les tablettes. Le nombre d'utilisateurs, les problèmes de connexion, Wi-Fi, Internet, réseau. Le niveau de maturité et de formation numérique des différents professionnels. Les autres problèmes potentiels liés à l'informatique que l'on n'identifie pas toujours du premier coup. D'identifier clairement les besoins des établissements, et j'entends bien les besoins spécifiques des établissements, et les besoins des professionnels en lien avec leurs usages et les modalités d'organisation. Aussi, en rebondissant sur la question de l'organisation, il est également utile de réaliser un diagnostic RH afin d'anticiper l'impact du déploiement d'un DUI au niveau des ressources humaines et différentes fonctions que l'on retrouve dans l'établissement. Dans un second temps, il est primordial de communiquer de façon très claire sur la finalité, les fonctions, les attendus et les capacités du DUI. Le DUI est un outil qui centralise les informations administratives, de santé, d'accompagnement des personnes et des bénéficiaires que vous accompagnez. Le DUI n'est clairement pas un outil miracle et il n'est un outil efficace que si l'ensemble des professionnels de l'établissement sont capables et en mesure de l'utiliser, tant au niveau de l'utilisation pratique que sur le plan matériel avec un accès à un ordinateur permettant l'utilisation. Enfin, le DUI n'est pas un logiciel d'organisation RH. Je suis aussi très clair sur le fait que le déploiement d'un DUI nécessite du temps. Il est nécessaire pour tout le monde, direction d'établissement, professionnel, RSI, d'accepter de perdre ce temps dans les phases de démarrage. Ce sera du temps gagné par la suite dans l'utilisation. Le déploiement d'un DUI est coûteux en termes de ressources, bien évidemment financières, mais pas que. J'entends également coûteux en termes de ressources humaines. Le déploiement du DUI a un véritable impact sur l'organisation d'un établissement pendant toute sa phase de déploiement. L'organisation RH sous-tendue doit être prête et disponible pour ce déploiement. En pleine restructuration, il me paraît parfaitement incongru de se lancer dans le déploiement d'un DUI. Ce ne serait jamais qu'une difficulté supplémentaire à manœuvrer pour les directions et pour les différents professionnels. Il est nécessaire pour les directions de proximité, pour les référents du déploiement, d'avoir et de disposer, de mettre en œuvre un réel effort de pédagogie à destination de l'ensemble des utilisateurs, mais notamment des directions. Cet effort de pédagogie a pour objectif que tout le monde comprenne bien les fonctions et les finalités du DUI. Cette pédagogie et cette proximité va permettre de recueillir les différentes attentes des utilisateurs dans les établissements. Dans le cas d'un organisme gestionnaire, il est nécessaire de prendre en compte la diversité des établissements, tant par la nature des publics accompagnés que par la nature de l'organisation en tant que telle dans l'établissement. Enfin, pour trouver un équilibre satisfaisant, menons un consensus pour une solution de déploiement du DUI. Il y a effectivement les attendus de la direction, de l'organisme gestionnaire, l'attendu des professionnels. Quel consensus sommes-nous capables de trouver au milieu de tout ça, bien évidemment en s'appuyant sur les capacités de l'outil qui sera déployé. Dans un troisième temps, il est important de se mettre d'accord très tôt avec l'éditeur et en interne sur les accès au DUI. Okay. La gestion des droits d'accès au DUI est un sujet sensible qui installe une hiérarchie et peut potentiellement créer des tensions et des jalousies entre les collègues. Il faut donc valider cette organisation, par exemple par corps de métier ou en fonction des professionnels, et cette gestion des accès le plus tôt possible dans la phase de réflexion de la mise en œuvre d'un DUI. Ensuite,
une fois les besoins recensés, il est nécessaire de rédiger le cahier des charges. Vous pouvez, dans ce cadre, vous inspirer du cahier des charges d'un établissement ou organisme gestionnaire similaire au vôtre. Mais il sera dans tous les cas nécessaire de l'adapter à vos propres besoins et à vos propres spécificités. Une fois le cahier des charges rédigé, soyez prudent à ce que le choix de l'éditeur et la solution de DUI ne soient pas influencés par les autres solutions logicielles déjà mises en œuvre au niveau de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement. Les établissements sont en effet souvent équipés de solutions comptables, paye, RH et ainsi de suite. Et naturellement, par un raccourci logique, il peut paraître adéquat de choisir le même éditeur pour le logiciel de DUI. Le premier réflexe, c'est de se dire il y a sans doute des gains monétaires, financiers, par rapport à l'hébergement, à la maintenance, à l'assistance et ainsi de suite. Cependant, faites le tour des différents éditeurs qui peuvent vous proposer des solutions DUI et prenez celui qui semble le mieux correspondre à vos besoins et aux besoins de fonctionnement de l'établissement et des professionnels. L'économie à court terme en se disant je fais un package unique avec le même éditeur peut être effectivement un piège assez redoutable dans les années à venir avec une solution DUI qui pourrait être tout à fait inadéquate par rapport aux besoins de l'organisme gestionnaire et de l'établissement et de vous retrouver finalement à fond perdu dans le déploiement d'un système qui ne sera jamais opérationnel. Soyez prudents par rapport à ces éléments-là. Aussi, pour pouvoir étayer votre choix, demandez de manière systématique des démonstrations aux commerciaux des éditeurs et renseignez-vous au maximum sur les solutions DUI utilisées par vos collègues, sur des établissements similaires ou non, mais vous aurez un retour d'expérience qui peut être tout à fait intéressant et qui ne sera pas orienté à visée commerciale. Donc, je ne peux que vous inviter à aller rendre visite à des établissements sur votre territoire et aller voir effectivement les points forts, les faiblesses, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la mise en œuvre d'une solution technique. Donc, dans un premier temps, vous avez forcément la démonstration des commerciaux qui vont essayer de vous vendre le produit DUI. Vous identifiez un certain panel d'éditeurs qui sont capables de le faire, ça c'est le premier temps. Vous avez aussi des éditeurs qui, de manière très bienveillante, vous proposez un référentiel d'établissements qui sont déjà clients. Attention à l'objectivité des clients déjà installés, bien évidemment. Je confirme ma remarque précédente. Allez voir des collègues sur le territoire, soyez curieux et faites-vous votre propre idée. Vous êtes le propre arbitre et n'oubliez pas, vous engagez votre établissement, voire l'organisme gestionnaire, dans une solution qui peut emmener avec vous entre 50 professionnels à 500 ou 1000 professionnels dans la mise en œuvre d'un système d'information. Il vaut mieux pas se tromper. Enfin, on n'est pas loin du bout. Avant de signer un contrat, faites bien attention dans les clauses contractuelles aux considérations qui sont liées à l'hébergement, à la maintenance et au délai de dépannage, j'entends dépannage tant technique que fonctionnel par les helplines. Ces éléments clés sont très importants et peuvent orienter vers une solution plus qu'une autre. Dans tous les cas, il est essentiel de bien comprendre le contrat, ne pas hésiter à questionner l'éditeur si certains points ne sont pas clairs. On a différents points que vous pouvez retrouver au niveau du contrat et des questions à poser à l'éditeur. C'est la solution qui est envisagée, qui vous est proposée, est-elle en full web ou est-ce un hébergement en Citrix ou un hébergement sur serveur local? Posez la question. Il y a des intérêts et des faiblesses sur les différentes modalités de déploiement. À vous de voir qu'est-ce qui peut correspondre le mieux par rapport à l'architecture informatique, bien évidemment, de vos réseaux, mais aussi à votre couverture territoriale. Si vous avez des établissements sur 4 régions différentes, effectivement, une solution full web sera très certainement plus adaptée que des serveurs gérés en interne par la structure. Ce sera effectivement à vos services techniques et informatiques de le juger. Identifier et demander aux éditeurs quel est le chemin d'interpellation. J'entends par chemin d'interpellation en cas de difficulté d'un établissement, d'un utilisateur, d'un responsable informatique. A-t-il le droit d'interpeller directement l'éditeur ou doit-il passer
par un système centralisé au niveau de l'organisme gestionnaire. Au niveau des associations qui seraient de taille raisonnable, elles peuvent naturellement préférer une centralisation des informations, de manière à avoir une voie unique pour interpeller l'éditeur et surtout de manière à pouvoir recenser l'intégralité des anomalies, des améliorations et des difficultés des utilisateurs. Cette démarche est parfaitement louable, elle aurait cependant un bémol, c'est potentiellement la vitesse de réponse que l'on pourra accorder aux questions posées par les différents utilisateurs. Donc, c'est à négocier et c'est à discuter effectivement en interne au niveau des établissements et organismes gestionnaires, c'est aussi à soumettre au niveau de l'éditeur qui pourrait effectivement apporter des clauses supplémentaires au niveau du contrat. Concernant les appels de SAV, de helpline, il est important de se mettre d'accord sur le temps de réponse dans la phase de déploiement. Un éditeur qui ne s'engagerait pas dans un délai de réponse très court, j'entends très court, on est dans moins de 2 heures, voire moins de 5 heures. Si on est au-delà de ces délais, en phase de déploiement, des utilisateurs qui vont venir interpeller un éditeur pour une question d'assistance, et très souvent c'est de l'utilisation, vont se décourager parce qu'ils n'ont pas la réponse et effectivement, on fait redescendre tranquillement la mise en œuvre du déploiement. Soyez prudents par rapport à ces éléments-là. Dans le prolongement de ces questions qui peuvent être déposées en assistance, soyez prudents sur la nature des questions. Certains éditeurs prennent la liberté de venir facturer des questions qui seraient liées à des questions de formation. Donc, venez poser les bases, cela pourrait vous éviter de mauvaises surprises. Venez questionner au niveau du contrat la question du déploiement des mises à jour. Qui le fait, comment, à quelle fréquence, quelles incidences et quelles mesures de déconnexion. Dans le prolongement des mises à jour, quelles formations peuvent être obligatoires, organisées, facultatives, quels frais engendrés. Ce qui vient effectivement aussi au-delà du déploiement, venir vous mettre un point de vigilance sur l'intégration au niveau des plans de formation, sur des remises à niveau régulières, au niveau des formations des utilisateurs sur l'outil DUI, mais comme d'autres solutions techniques d'ailleurs. Enfin, mais comme tout contrat, comme un contrat d'assurance ou quoi que ce soit, soyez bien évidemment prudents sur les reconductions tacites en termes de SAV et ainsi de suite, et sur les réévaluations tarifaires qui peuvent être préalablement inscrites au niveau des contrats. Donc, on est dans la première phase d'amorce, on n'a pas encore commencé le déploiement, mais voilà vos différents points d'entrée, de prudence, de vigilance qui vous éviteront bien des écueils par la suite. Une fois la solution choisie, je vous propose quelques points sur lesquels vous pouvez être attentifs lors de la phase de déploiement. Concernant les formations, idéalement en présentiel, je ne peux que par le retour d'expérience que je vous propose par mes fonctions actuelles, mais aussi par mes différentes interventions antérieures, d'éviter autant que possible les formations interétablissements et collectives, même au sein d'un même OG. A priori, il semble contre-productif d'aller dans chaque établissement, ainsi de suite. Le coût sera fondamentalement plus important, l'investissement plus important, et ainsi de suite. Cependant, à regrouper l'intégralité de plusieurs professionnels, ou en tout cas un certain nombre de professionnels de plusieurs établissements, les besoins risquent de ne pas être les mêmes. Les questions vont pas être les mêmes, l'attention du formateur sera pas la même. Vous risquez d'avoir une formation qui n'apportera pas toute la valeur ajoutée nécessaire et qui risque de ne pas répondre aux questions très pratiques des utilisateurs présents. Je soutiens cette remarque par l'analyse suivante. Tous les établissements ont leur propre culture, leurs propres équipements. Il est nécessaire de respecter ces différences. On peut tenter, au niveau d'un organisme gestionnaire, d'harmoniser les pratiques. Nous n'arriverons, il me semble, pas à les lisser de manière intégrale. Ce serait une bêtise que de le penser. Cependant, parce qu'il y a quand même effectivement un intérêt à regrouper quelques professionnels ensemble, même de plusieurs établissements, c'est organiser une formation en tronc commun pour tous les établissements, pour normalement par exemple des formations de rappel ou des questions de paramétrage qui seraient communes à des établissements du même type. Donc là, effectivement, ce sera aux directions et avec l'éditeur à venir se poser, est-ce que ça a du sens de le faire, pas le faire. Et puis, ça dépendra aussi de l'actualité du moment, de l'état de santé de vos établissements et des différents professionnels.
Lors des formations, il est nécessaire de poser l'intégralité des questions qui traversent les participants aux formateurs. À la fin d'une formation, vous avez également le droit, et je vous y invite, de contacter d'autres établissements équipés du même système d'information et du même éditeur, afin de recroiser les éléments, vérifier si les réponses, vous avez eu les mêmes, pas les mêmes, si ça répond à vos interrogations, et venir effectivement venir vous aider et mutualiser ce que vous avez pu avoir comme élément de formation. Je vais faire une petite incise sur un certain malentendu qu'il peut y avoir concernant la place d'un chargé de projet de l'éditeur dans la phase de déploiement d'un DUI. Le rôle d'un chargé de projet d'un éditeur, quel qu'il soit, n'est pas d'accompagner les établissements et les organismes gestionnaires dans la phase de déploiement d'un DUI, dans l'accompagnement des formations, de la mise en œuvre technique et pratique. Tout cet accompagnement pratique, déploiement et ainsi de suite, c'est le rôle d'une assistance à maîtrise d'ouvrage applicative, autrement dit AMOA, qui peut être aussi un chef de projet numérique. Cette AMOA doit être choisie par l'organisme gestionnaire et ou par l'établissement. Il peut être envisageable pour un établissement indépendant de déployer un DUI sans se faire accompagner par un AMOA. Je prendrais l'exemple d'un EHPAD qui serait géré par une association mono-établissement. Ça pourrait fonctionner. Beaucoup d'établissements arrivent encore et d'associations arrivent à fonctionner comme ça. Dans le cadre de petites structures, les éditeurs sont plus impliqués. Il y a une relation de proximité qui se fait. Et comme il y a un seul établissement, d'un coup, les formations tombent juste, puisqu'on est sur une juste réponse du besoin par rapport à la problématique de ces structures en tant que telles. Donc, ça marche plutôt pas trop mal. Par contre, si l'organisme gestionnaire ou l'établissement est nettement plus gros, s'il décide de se faire accompagner par la MOA, il faut être clair sur la définition des attendus, à quoi il doit servir, être certain sur les compétences de la personne qui endossera ces missions et bien évidemment avoir une évaluation du coût à court terme et sur le long terme. Si l'organisme gestionnaire décide de réaliser un recrutement ou d'utiliser une ressource interne, les compétences requises pour ce rôle doivent parfaitement être identifiées, comprises par la personne qui prendra les fonctions. Soyez prudent à ne pas confier cette mission à une personne qui n'en aurait pas les qualités, les compétences, même si on peut trouver souvent au niveau des organismes gestionnaires une personne plus compétente en informatique. Ça n'en fera pas pour autant une personne en capacité d'accompagner ces déploiements. Soyez vigilants par rapport à ces points-là. Enfin, il est également possible de mutualiser une ressource AMOA avec d'autres organismes gestionnaires ou d'autres établissements, ce qui était notamment le cadre dans les appels de financement qui sont sortis l'année dernière, où il y avait cette capacité avec les GRAP de mutualiser les AMOA. Donc, il peut y avoir un vrai sens pour les organismes gestionnaires de définir des référents, en plus de l'AMOA, qui seraient des super utilisateurs dans les différents établissements. Ça permet de centraliser, d'avoir effectivement quelques personnes qui peuvent se relayer pour du dépannage immédiat sur des problématiques d'utilisation de la machine. Par contre, avant d'arbitrer sur les personnes qui peuvent porter cela, soyez vigilants sur le temps que ça pourrait prendre. Il est toujours délicat de l'estimer sur la capacité des personnes à être disponibles et à pouvoir effectivement jouer cette partie d'interlocuteur de proximité pour faciliter le déploiement. Le déploiement est fait, formidable. Les postes informatiques sont équipés, les personnels sont formés. C'est le début de la suite et d'une nouvelle histoire. Une fois mis en place, un nouveau jeu se lance, c'est celui de la pérennisation des usages. Afin de pérenniser les usages, je ne peux que vous conseiller de mettre en place une formation continue, puisqu'il est en effet nécessaire de rappeler les bons fonctionnements de la machine. Au moins tous les 2 ans. C'est plutôt pas mal pour différentes raisons. D'un côté, au niveau de l'outil informatique, parce que les versions des éditeurs changent, le logiciel évolue et ainsi de suite, et c'est plutôt très positif. Mais ce qui vient changer, des habitudes, des écrans, et on perd un petit peu le fil. La deuxième chose, je pense que tout à chacun, vous subissez des rotations de personnel dans vos établissements, des départs, des arrivées, ainsi de suite, et l'utilisation et les usages des machines s'en vont et viennent avec les personnes qui partent.
Ça me semble parfaitement nécessaire de refaire une mise à jour de temps en temps pour éviter une dégradation de l'utilisation et finalement une perte de l'intérêt d'un DUI. Il peut être également intéressant d'organiser des groupes utilisateurs inter-établissements, par métier, afin que des personnels ayant les mêmes postes puissent échanger sur leurs utilisations quotidiennes de l'outil et échanger sur des bonnes ou mauvaises pratiques. La mise en place d'un système de partage et de rappel de bonnes pratiques est essentielle. Vous intégrez ça dans une démarche d'amélioration continue de la qualité dans vos établissements ou associations et ce serait plutôt pas mal. Enfin, la mise en place d'un système d'ajustement et de réévaluation permanent, c'était l'incise de juste avant, avec une démarche qualité qui permet d'identifier les déviances d'utilisation, la prise de raccourcis à mesure que le temps passe, et des rappels de formation réguliers permettent d'éviter que les mauvaises habitudes s'installent. Alors, le portrait que je vous dresse, bien évidemment, n'a pas vocation à vous affoler. C'est une réelle opportunité de pouvoir déployer un DUI au niveau des établissements. C'est un vrai gain de temps à moyen et long terme pour l'ensemble des corps de métier. Ça ressemble a priori à une traversée du désert, mais vraiment ça a du sens de s'y lancer à condition de verrouiller un petit peu les prérequis pour éviter des surprises et surtout garder la dynamique de projet avec les différents professionnels qui vont s'impliquer dans la démarche. Un DUI en vitesse de croisière permet de favoriser les échanges, sécuriser les accès aux données des personnes, sécuriser et centraliser les différentes données, gagner du temps au niveau administratif. Pour les directions, faciliter l'élaboration des rapports d'activité. Pour les familles, favoriser un accès aux documents famille. Pour les professionnels, favoriser la centralisation des différents projets des bénéficiaires, les documents. Et bien évidemment, d'adopter une nomenclature de gestion électronique des documents qui est unique. À la différence d'un système d'arborescence sur un ordinateur ou sur un serveur, nous n'avons pas tous le même raisonnement, le même système de classement. Le DUI nous impose, et ça a du sens, d'avoir un rangement identique. Donc, en fonction des professionnels qui peuvent intervenir sur ces situations, quelle que soit la nature de la personne ou le professionnel intervenant, il retrouvera les mêmes documents aux mêmes endroits, ce qui est plutôt facilitant au niveau de la gestion de ces éléments-là. Le DI, je persiste et je signe, il s'agit bien là d'un investissement sur le long terme. Et dans le prolongement de tout ce qu'on a pu vous proposer, dans le prolongement des travaux engagés par le collectif, n'hésitez pas pour différents conseils à venir interpeller le collectif. On se rendra disponible dans la mesure du possible et on essaie d'être le plus réactif au regard du temps qui nous incombe, de manière à venir soit apporter des éclairages et ou réorienter vers des personnes qui seront capables de venir vous soutenir dans le déploiement du DUI. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Reboux. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Mais voilà, pour la partie questions-réponses. Donc, pour cette partie, comme mentionné un petit peu avant, nous vous invitons soit à prendre la parole directement, et bien soit à écrire vos questions directement dans la discussion. J'aperçois une question sur l'accompagnement au changement, ou en tout cas une remarque sur l'accompagnement au changement qui est plutôt intéressant. Pas mal de sociologues au niveau de sociologie des orgas, on n'a pas vraiment d'accompagnement au changement. Par contre, on a une vraie mission d'accompagnement de proximité. Avec un vrai devoir de pédagogie qui en fait facilite cette question de changement. Le changement, c'est une rupture accompagnée. Je rebondis sur l'accompagnement, donc on serait plutôt pas mal. Donc c'est effectivement être disponible avec un vrai soutien du management de proximité, cadre intermédiaire ou direction. Je suis très clair, une direction ou un cadre ou un OG qui ne croit pas au système qu'ils sont en cours de déploiement ou qui tentent de déployer, les professionnels vont bien évidemment s'en saisir et ça ne fera pas un pli.
L'éditeur retenu est le nom du DUI utilisé à l'ARPEP. Alors, aujourd'hui, on est entre deux, donc je vais faire une réponse mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, nous sommes Donc, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'on tente le déploiement, donc ça vous donne un petit peu la couleur du retour d'expérience. Ça fait 2 ans qu'on tente, ça fait 2 ans pour 11 établissements, c'est 450 ETP l'ARPEP, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Aujourd'hui, c'est alpha sur un produit qui s'appelait Next il y a encore quelques semaines et qui doit s'appeler Vitality depuis 15 jours. On est toujours sur une problématique de déploiement en balbutiant avec effectivement les questions sous-jacentes de Séraphin PH et ainsi de suite. Alors, Monsieur Bossé, c'est la question, je pense, de l'interopérabilité et la capacité de récupérer les données déjà existantes dans un autre système d'information. Est-ce que je me trompe ou pas du tout? Alors, Monsieur Bossé est en texte. C'est exactement ça. Donc ça, pareil, au niveau des... c'est toujours un peu une guerre de chapelle entre les éditeurs. J'ai eu cette chance-là de passer de l'autre côté. C'est jamais très simple. Globalement, tous les logiciels sont interopérables. C'est juste une question de prix. Vous avez certains éditeurs qui, dans une logique commerciale complètement neutre, pourront effectivement vous faire cadeau d'une reprise de données, effectivement, via des matrices et ainsi de suite. C'est souvent incomplet. Ça peut permettre un certain nombre de saisies, mais parfois c'est incomplet. Attention en cas de changement d'éditeur. L'ayant déjà croisé, on peut avoir votre nouvel éditeur, c'est comme un changement d'opérateur téléphonique. Vous pouvez avoir un nouvel éditeur qui vous fera cadeau de la reprise des données, mais par contre, vous pouvez avoir l'éditeur que vous quittez qui viendra vous facturer l'extraction et la mise en lien avec le nouvel éditeur des données que vous avez. Sur cette question d'interopérabilité, si je pousse un tout petit peu plus loin, il y avait la question aussi, et qui est en cours de travail, qui fait partie du cahier des charges, Alice me corrigera si je me trompe, effectivement, avec tout ce qui est via trajectoire et ainsi de suite, ça fait partie des différents éléments qui sont attendus en base socle et qui seront en cours de déploiement dans les semestres à venir. Je ne sais pas si, Monsieur Bossé, j'ai répondu partiellement ou intégralement ou pas du tout à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à réactiver vos micros et à prendre la parole ou bien à écrire vos questions directement dans la discussion. Il nous reste encore quelques petites minutes. Oui, Nicolas Sorin. J'aurais voulu un renseignement concernant, donc avant de déployer un DEI et afin d'anticiper un petit peu les problèmes des identifiants, est-ce qu'on doit inscrire nos professionnels sur les plateformes, sur la plateforme, parce qu'on entend parler de ProSanté Connect, et parce qu'on sait que prochainement on aura des identifiants qui nous permettront de pouvoir, regrouper nos différents identifiants sur une seule plateforme. Est-ce que c'est des choses qui sont en lien avec tout ça? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, Alice, très certainement les échanges qu'on a dû avoir au sein du collectif mardi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je pense que j'allais justement prendre la parole, Monsieur Sorin. Effectivement, il va y avoir des prérequis, on va dire, à l'utilisation de certains services socles, notamment la messagerie sécurisée de santé nominative, également le DMP. Et donc pour cela, il sera permis en fait aux ESMS d'enregistrer les professionnels à rôle qui nécessitent un accès à ces services numériques dans ce qu'on appelle le RPPS+, donc le répertoire des professionnels qui a été en fait élargi pour le médico-social. Voilà, nous du côté ARS et GCS ensemble, nous allons réaliser une sensibilisation pour les ESMS de la région pour justement expliquer un petit peu plus l'enregistrement
l'enregistrement dans le RPPS+, et ensuite l'accès que ça permettra d'avoir les cartes CPS, l'accès à Pro Santé Connect et l'accès aux services et fonctions simples. Donc je donne pas beaucoup de détails ici, mais en tout cas c'est un point, Monsieur Saurin, qu'on va aborder ensemble, notamment dans le cadre de votre projet. D'accord. Et je me permets d'intervenir. Bonjour à tous, Julie Tan du GCSI Santé Pays de la Loire. C'est en effet l'enregistrement des professions à rôle dans le RPPS+, une étape à prendre en compte dans la mise en œuvre de son DUI conforme au Ségur. Ce sera demain vraiment un prérequis, une étape importante et incontournable dans la mise en œuvre du DUI et de l'accès aux données de santé. Je crois qu'il y a une autre question dans le chat. Il y a deux autres questions, Julie. Il y a deux autres questions qui arrivent. Il y aura Madame Vaillant juste après. Monsieur Zegui, si je n'écorche pas trop son nom. Je pense que l'intervenant du GCS est intervenu sur RPPS+. J'ai rien à dire en plus. Donc, c'était juste ça pour RPPS+, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Vaillant, alors le rôle du collectif, je vais être très très clair et Alice me reprendra. Je ne peux malheureusement pas vous dire s'il y a des logiciels qui sortent du lot qui sont mieux, moins bien, plus pourris ou plus adéquats aux besoins que vous allez avoir. Il y en a pas 150 sur le territoire et sur le marché des éditeurs, notamment au niveau du DUI. La vraie question est la porte d'entrée. Quelle est votre nature d'établissement? Quels sont vos besoins? Quelle est la nature de l'interopérabilité? Est-ce que vous avez besoin d'interopérer avec un logiciel de soins ou pas? Si je suis en EHPAD, oui, je vais avoir besoin avec un logiciel, on va dire, plus médical et ainsi de suite. Il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, allez voir vos collègues sur le territoire, allez voir un petit peu ce qui se passe, demandez plusieurs démonstrations si c'est possible. Ressourcez-vous. On n'a pas de bonne réponse effectivement à vous donner. Je m'abstiendrai bien de vous orienter vers un éditeur qui ne sera pas capable de jouer la partie parce que c'est très aléatoire, aussi en fonction de l'état de santé de l'association et de l'établissement en tant que tel. En revanche, pour compléter le propos à nouveau, nous vous invitons à peut-être renseigner vos informations sur le site du collectif. Exactement, sur la cartographie. L'idée aussi de cette cartographie, c'est de vous permettre de trouver une grappe, de vous permettre de trouver donc d'autres ESMS qui auraient le même profil, qui seraient également à la recherche d'une solution et avec qui vous pourriez du coup échanger en effet et trouver un éditeur commun, notamment pour répondre au programme ESMS numérique si vous le souhaitez. Et au-delà de la recherche d'une grappe, pour compléter les propos de Julie et la remarque, et notamment à destination de M. Vaillant, c'est de se dire, plus on aura d'acteurs qui renseigneront leurs éditeurs, leurs solutions au niveau du site du collectif, plus vous aurez une carte immédiate de lecture en disant, OK, il y a les coordonnées d'un interlocuteur, il y a les coordonnées de l'établissement, il y a la solution déployée. Et ben, vous passez un petit coup de fil et puis les portes sont, je pense, sans trop de problèmes ouvertes, de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se fait dans les autres structures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 17h18, donc on a dépassé un petit peu, mais s'il y a des dernières questions à aborder, n'hésitez pas. Moi, j'avais juste une question. Pourquoi il n'y a aucun établissement en Mayenne? Ah, oui, ça je peux répondre. J'ai une collègue qui m'a demandé. Parce que je viens d'aller voir la carte en fait. Oui, j'ai une collègue qui m'a demandé et j'ai été surprise moi-même. J'administre avec les membres du comité restreint le site internet. Je suis allée voir et effectivement, il se trouve que aucun, pour l'instant, établissement mayennais ne se soit inscrit. Donc voilà, si vous représentez un établissement mayennais, eh bien, vous pouvez avoir la chance d'être la première structure enregistrée sur la cartographie. Mais effectivement, à ce jour, il y a, je crois, 32 inscrits et pas un seul établissement en Mayenne. Bon, on espère que ça va changer. Mais la Mayenne est représentée dans le collectif. Hein. Ah oui, tout à fait. Dans le comité restreint. C'est juste, bonne réponse, Monsieur Gila. C'est juste là, les inscriptions, en fait, c'est tout un chacun, les directeurs de SMS ou d'OG qui peuvent s'enregistrer directement sur le site.
Mais on a eu une info à un moment. Il y a eu une information effectivement qui est passée il y a quelques mois, qui est passée 2 fois avec le défaut de ces informations en mail générique qui sont potentiellement arrivées dans vos courriers indésirables. Donc voilà, après, en fonction des adresses et des inscriptions, il n'est pas possible, Alice, que l'on puisse renvoyer un lien aux différents participants. S'ils souhaitent s'inscrire, ça peut peut-être être ça la démarche. Oui, je veux bien aussi, ouais, si c'est possible, de le recevoir par mail suite au webinaire. Je veux bien. Tout à fait. Eh ben, c'est noté de toute façon, on va vous envoyer un mail à la suite de ce webinaire avec le PDF reprenant toutes les informations que vous avez vues aujourd'hui. Et puis donc, on inscrira bien de façon bien lisible dans le mail l'adresse du site internet et le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Non. Très bien. Eh bien, merci à tous. Sur cette dernière slide, là, vous pouvez voir donc ça c'est l'adresse du site internet du collectif qu'on reprend là, mais comme je viens de le dire, donc elle vous sera communiquée évidemment dans le mail qui suivra ce webinaire avec le PDF qui vous a été présenté. Eh bien voilà, merci à tous de votre participation. On espère que ça a été utile et que cette présentation va vous aider, soit à envisager de façon un peu plus sereine le déploiement de vos DUI ou bien à le continuer si c'est déjà entamé. Et puis merci Monsieur Rebout et Monsieur Gillard pour votre présentation. Je vous en prie, le collectif reste disponible pour les différentes personnes qui pourraient avoir des interrogations et des questions et des difficultés dans le déploiement. N'hésitez pas, on est là pour ça. Tout à fait. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir.